notre écran et puis par une rapide présentation avant de rentrer dans le vif du sujet sur la question de savoir s'il faut vendre, la question de savoir s'il y a une bulle immobilière, les indicateurs des prix immobiliers. Alors, peut-être simplement pour vous en dire plus sur nous, qui nous sommes. Nous nous appelons acheteur.ch. On est une plateforme qui a pour vocation d'aider les propriétaires à prendre de meilleures décisions immobilières. On ne fait pas vraiment de courtage nous-mêmes, donc on est beaucoup plus neutre, on est un peu plus éloigné de la transaction, ce qui nous permet d'avoir un regard peut-être un peu plus impartial, un peu plus neutre sur ce qui est parfois pertinent de faire, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il ne faut pas vendre, est-ce qu'il faut mettre en location, si on veut vendre, avec qui est-ce qu'il faut travailler, parce qu'il y a énormément d'acteurs sur le marché et c'est parfois bien d'avoir quelqu'un de neutre au milieu qui peut vous donner des conseils non biaisés, qui ne prêche pas pour sa paroisse. Alors aujourd'hui, on est avec Frédéric. Frédéric, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, moi, j'ai eu un parcours bancaire et dans l'immobilier en tant que courtier. Donc, schéma classique. Donc, j'ai un background en gestion de fortune et je continue à suivre tout ce qui est macroéconomie. C'est pour ça qu'on va discuter un petit peu aussi de tout l'environnement économique, géopolitique, qui influence toujours l'immobilier, voilà, qui est pas du tout un marché décorrélé de ce qui se passe dans la société financière. Voilà. Et moi, Louis, je travaille également chez Acheteur, plutôt dans la partie marketing, notamment tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Vous avez vu donc que vous avez un chat, vous pouvez sans autre poser vos questions si vous en avez. Si elles s'insèrent bien dans le flot de la discussion, on y répond volontiers d'un coup. Si jamais on voit que ça fait faire un petit détour, eh bien on les gardera peut-être pour la fin, pour faire un échange de questions-réponses à la fin. Comme ça, on a une présentation qui est peut-être un peu plus claire, un peu plus dynamique. Et vu qu'on est sur l'heure du lunch, eh bien ceux qui veulent partir pour luncher avant les questions pourront aussi. Sachant de toute façon qu'il y aura le replay normalement qui sera disponible, on vous l'enverra par email, donc vous pourrez revenir sur les points que nous aborderons aujourd'hui. Alors, peut-être une petite définition un tout petit peu théorique pour commencer, mais qui a vraiment son importance, c'est celle de la bulle immobilière. Alors, j'ai beaucoup ri en préparant cette conférence parce que du coup, je suis allé voir les exemples de bulles dans l'histoire. Il y en a eu plein. Est-ce que tu connais l'histoire de la bulle des coquelicots aux Pays-Bas ? Tulipes, ouais. Des tulipes, ouais. des tulipes. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui vendaient leur château pour quelques tulipes. Alors, je te laisse juste l'expliquer pendant que nos auditeurs lisent la définition. Peut-être raconter brièvement cette anecdote. Oui, alors c'est vrai que tout d'un coup, il y avait une folie en Europe où justement les tulipes étaient considérées comme quelque chose de très, 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 très précieux. Et ça se jouait au casino, c'est aux cartes. Il y a des gens qui se ruinaient pour en avoir. Et puis après, il y a eu le marché où il y a eu tout d'un coup, je crois, un peu plus d'offres, qui fait que c'était moins rare. Et donc, la bulle s'est effondrée. Les bulles, après, il y a eu dernièrement les bulles de l'Internet, les subprimes Internet en 2000. Bulle sur les subprimes américaines en 2008. Et puis, effectivement, là, il y a des bulles immobilières. L'immobilier, tout le monde pense que c'est quelque chose de très sûr dans le temps, parce que c'est du concret, c'est de la pierre. Mais on peut quand même avoir des problématiques comme dans les années 90, où le marché a mis une quinzaine d'années pour retrouver les tops de 1990 sur le marché de la villa. Dans les régions ici, donc le marché avait perdu entre 30 et 50%, ça va être une grave crise. On n'a pas tout à fait les mêmes éléments maintenant qui permettraient de le faire, mais ça existe aussi dans l'immobilier. Et en Suisse, effectivement, possible aussi. Donc voilà. Alors voilà, on va en parler un peu plus dans les slides qui arrivent, mais voilà, simplement pour rappeler qu'effectivement on parle de bulle lorsqu'il y a complètement le marché délire en fait. Lorsque le marché s'emballe, c'est vraiment l'image de la machine à vapeur avec le petit levier sur les bateaux, puis là on est dans le rouge à droite et il n'y a plus de logique dans les décisions économiques qui sont prises. Ça, c'est vraiment le symptôme d'une bulle. Mais ce qui est génial en Suisse, c'est qu'il y a des professionnels qui mesurent le risque de bulle. Ces professionnels, c'est l'UBS, qui a même un indice, tout simplement, qui est le Real Estate Bubble Index. On vous en a mis une version à l'écran qu'on va commenter dans quelques minutes, mais sachez que cet indice, vous pouvez également l'avoir ville par ville, canton par canton, région par région. Donc là, on a une version très agrégée, mais évidemment, la situation ne sera pas la même entre la ville de Zurich centre et puis le fin fond du Valais, par exemple. Il y aura deux versions qui seront peut-être un peu différentes. Est-ce que tu arrives juste à nous expliquer un petit peu ce graphique, sur quoi il repose, et puis un petit peu ton avis ? Oui, alors c'est un graphique qui avait été fait par mon ancien employeur il y a très longtemps chez UBS, qui avait créé cet indice. On a vu que dans les années
qui était justement aussi après 2008, il y avait eu toute la problématique aussi de la crise de la dette en Grèce et on avait certains indicateurs en Suisse avec une certaine surchauffe vu que les taux d'intérêt diminuaient fortement. On n'a jamais été dans les top de leur indice qui indiquerait un crack imminent. Maintenant, un crack sur le marché suisse, faut jamais sous-estimer, mais est-ce que ce serait du moins 50%? Je suis quand même pas du tout persuadé. Mais on pourrait avoir tout d'un coup des baisses de 10, 15, peut-être 20%. On les a eues à une certaine période, j'ai connu un courtage où des personnes perdaient quand même une partie de leurs fonds propres parce qu'ils avaient acheté dans ces belles années. Et puis quand ça baisse, surtout sur les objets de luxe, il peut y avoir des variations. Alors, ce qui est intéressant avec cet indice, c'est qu'on voit qu'il est évidemment éminemment complexe. On ne va pas rentrer dans le détail des calculs aujourd'hui, mais vous avez toutes les infos que on peut volontiers vous envoyer par email si ça vous intéresse ou tout simplement sur Internet. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, le risque, selon l'UBS, il est aujourd'hui maîtrisé, il est même modéré si on suit exactement leurs termes. Et puis, on va le voir un peu plus loin. La Suisse a quand même des atouts. Mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas non plus l'argent magique où on est sûr d'investir. Et puis, quoi qu'il arrive, 100%, on revend, c'est gagné. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Même l'or, qui va très bien en ce moment, qui est toujours comparé à l'immobilier. On voit qu'on est sur le top niveau historique de l'or, mais il ne faut pas oublier que dans les années 2000, la BNS l'a vendu à des prix très très bas, plus personne n'en voulait. Donc même l'or, il y avait des grosses moins-values. Donc rien n'est sûr dès que vous achetez quelque chose. Et l'immobilier n'échappe pas à cette règle. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, et on va en parler un peu, c'est que quand achetez peut-être des crypto-monnaies exotiques, acheter une villa en Suisse, vous allez voir qu'il y a quand même un spectre assez large. Alors, on voit du coup, grâce à ça, que le risque de bulle paraît aujourd'hui modéré, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais maintenant, il faut aller un petit peu plus loin, essayer de comprendre tout ça, parce que finalement, quand on parle de bulle, on parle de la fin, de la conséquence. Est-ce que le marché s'est emballé? Mais il faut d'abord comprendre vraiment comment ce marché fonctionne. Et puis là, je me suis amusé à remettre un petit graphique qui est vraiment le résumé, en fait, l'alpha et l'oméga de tout l'immobilier, c'est l'offre et la demande. Alors, là, j'ai pris le graphique avec des tomates parce que je trouvais ça rigolo. Mais est-ce que tu arriverais simplement peut-être à nous réexpliquer ce fondamental et pourquoi est-ce qu'en fait, tout se résume à ça? Alors, c'est vrai qu'en général, l'offre et la demande, plus un objet ou voilà, là, des tomates, plus on a une quantité, en général, plus le prix est bas pour cette quantité parce que c'est facile de se procurer ce bien. Donc, les personnes qui vendent sont nombreuses. Vous pouvez faire marcher l'offre et la demande, la concurrence. Et donc, les acheteurs mettent pas beaucoup d'argent. Une fois que l'offre commence à devenir rare, ça veut dire que c'est des objets comme ces tulipes en ta crise. À un moment donné, c'était quelque chose de très rare. Ou l'aluminium, à une certaine période, qui valait plus cher que de l'or, sous Napoléon III notamment, qui était très très cher parce que très rare. Le jour où on a pu en extraire et puis avoir des chaînes de production qui ont fait que l'aluminium est devenu courant dans le marché, vous leur auriez dit qu'un jour on allait emballer des sandwichs dans des feuilles d'aluminium, ça aurait été incompréhensible. Et ça a fait chuter les prix. Et maintenant, l'offre, c'est vrai qu'en Suisse, on a quand même, on le verra plus tard, peut-être de moins en moins d'appartements qui vont être mis sur la demande, ou alors ça peut être une demande par rapport à l'immigration positive ou la natalité. On est plus nombreux, on est plus à vouloir quelque chose. Et ben effectivement, ça peut tout d'un coup créer une augmentation des prix parce que les gens qui ont quelque chose de rare vont vous le vendre plus cher. Donc effectivement, ce phénomène, il est assez imparable, c'est-à-dire que tout quasiment revient à ça. En fonction de l'offre et en fonction de la demande, il y a un prix qui se crée et ça fait un marché. Mais quels sont ces facteurs finalement, si on continue de creuser un peu plus, si on descend un petit peu dans la caverne pour comprendre quels sont ces facteurs qui vont expliquer la demande, l'offre, qu'est-ce qui va les composer? Et là, finalement, on a... alors, il y en a peut-être d'autres qui pourraient être intéressants, mais pour la compréhension d'aujourd'hui, j'en ai mis les 3. Je te laisse peut-être les commenter, notamment le taux hypothécaire, et puis expliquer aussi ce que c'est le taux d'intérêt de référence, parce que ça, ce n'est pas toujours très clair, et pourtant, c'est fondamental. Oui, donc, alors c'est vrai que le taux hypothécaire, c'est le prix de l'argent, c'est à quel prix on va vous prêter les sous pour compléter vos fonds propres pour acheter un bien immobilier. Donc, vous achetez un bien immobilier à 1 million. Le minimum, c'est les 20%. On va pas revenir sur comment structurer votre dette. Mais tout d'un coup, la banque va vous prêter 800 000. Et si elle vous prête les 800 000 francs à un taux
toujours théorique de 5%, ça veut dire 40 000 francs par année, c'est pas la même chose que de vous prêter ces 800 000 francs avec un taux à 1% qui vous ferait 8 000 francs de loyer d'intérêt par année. Donc, plus le taux est bas, plus vous pouvez vous permettre d'emprunter sans que votre loyer mensuel explose. Donc, vous avez cette capacité de dire plus les taux baissent, plus je vais me mettre de la dette, mais malgré le fait d'avoir cette dette importante, c'est supportable et c'est comparable à un loyer de location. Donc, on voit très bien que ça aide les taux qui baissent à avoir des prix qui montent. D'ailleurs, je me permets d'intervenir, mais on a vu beaucoup dans les médias courant 2022-2023, beaucoup d'articles qui faisaient la comparaison, est-ce que c'est plus cher d'être locataire ou d'être propriétaire? Et ça se basait en grande partie sur ce taux d'intérêt, parce que quand l'argent coûte 1% ou quand il en coûte 3%, eh bien, ça fait une différence fondamentale mensuellement sur combien ça coûte finalement. Exactement. Donc c'est vrai que c'est cette baisse des taux qu'on a eue depuis les années 2010, elles ont contribué en partie à faire monter les prix des logements, puisque les personnes pouvant acheter, elles vont comparer est-ce que c'est plus attrayant pour moi d'être propriétaire ou d'être locataire, elles font un arbitrage. C'est vrai qu'historiquement, avant les années 2000, le propriétaire, ça restait un luxe et les gens payaient plus cher que d'être locataire, mais après, il y a eu un changement de paradigme où les personnes vont regarder en fait à se loger à un prix le plus correct possible, sans forcément avoir une vision, je veux absolument devenir propriétaire en Suisse. Mais s'il y a cette opportunité, comme ça a été le cas jusqu'en 2020 en tout cas, où tout d'un coup les loyers d'être propriétaire coûtait moins cher que d'être locataire. Voilà. Et alors, juste vu qu'on parle des locataires, l'autre alternative de toute façon, c'est soit propriétaire, soit locataire. Il n'y a pas de troisième choix vraiment possible, à moins de vivre gratuitement chez quelqu'un, mais ça compte pas. Du coup, le prix des loyers a un impact clé. Et ce prix des loyers, donc on a dit, il a beaucoup monté. Et notamment, il y a un phénomène qu'il faut suivre pour comprendre si les loyers vont continuer de monter à l'avenir, c'est le taux d'intérêt de référence. Oui. Est-ce que tu arrives à expliquer ce que c'est? Alors, le taux d'intérêt de référence, pour faire très simple, parce que c'est compliqué. Très simple, c'est compliqué. C'est qu'on estime, au niveau de la Confédération, on va avoir un tracker qui est justement ce taux de référence, qui va donner une indication au marché de combien coûte le fait d'être détenteur d'un immeuble de rendement, c'est-à-dire les caisses de pension ou les grands propriétaires privés, ce que leur coûte en fonction des loyers qui sont appliqués, le taux hypothécaire qui est courant. Plus ce taux est important, plus on estime que les propriétaires peuvent mettre un loyer important dans le marché aux locataires, répercuter leur coût de financement bancaire. Ouais. Et puis, si ce taux baisse, on va estimer que les propriétaires, ils ont quand même un effet de levier, des bonnes conditions dans le marché pour se refinancer, et ça doit aussi être reflété dans les loyers des locataires. Donc, quand vous prenez un loyer, on va regarder à quel loyer de référence vous êtes situé. Si ce taux d'intérêt, il monte, ça donne la possibilité aux propriétaires d'augmenter leur loyer en se disant leur coût de refinancement a augmenté, ils peuvent vous le répercuter. Et à l'inverse, si ce taux de référence baisse, vous pouvez, en tant que locataire, demander une baisse de loyer en partant du principe que le propriétaire il se refinance à des meilleurs taux. Voilà, c'est pour essayer de garder une certaine équité. Donc forcément, depuis les années 2010, le taux hypothécaire ont baissé, donc les prix des loyers aussi, avec le taux de référence qui a baissé. Et là, on a eu une petite hausse ces dernières années. Et on risque de repartir maintenant de nouveau sur des baisses de loyers possibles. Attention, maintenant, c'est vrai que les taux par rapport aux années 2000 jusqu'à 2010, on est quand même plus bas sur notre taux de référence que les loyers il y a une vingtaine d'années. Alors, ça, c'est intéressant à traquer parce que les médias parlent tout le temps du taux d'intérêt de référence. Ouais. C'est une info qui, même si on ne comprend pas exactement de quoi il est composé, parce que finalement, on n'en a pas fondamentalement besoin, vous regardez, quand on annonce qu'il va monter, vous savez que les loyers, il y a de fortes chances qu'ils montent. Et quand on annonce qu'ils baissent, les loyers devraient théoriquement baisser, mais ça, c'est la théorie. Oui, alors, il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a d'autres facteurs qui pourraient justifier le fait qu'on baisse moins fortement. C'est pas linéaire. Alors là, ces deux taux qu'on vient de voir, finalement, ils vont beaucoup impacter la demande. Finalement, c'est moi, en tant que personne qui a besoin de me loger, soit je deviens, entre guillemets, propriétaire, et là, c'est le taux hypothécaire que je vais regarder pour savoir si ça vaut le coup. Soit je reste locataire, et là, je me dis, la tendance des loyers, ça va être ça, ça va être ça. Je regarde du coup le taux d'intérêt de référence. Mais là, on parle de ma demande. Et puis, il y a un autre indice qui peut nous parler un peu plus de l'offre, c'est les statistiques de la construction.
Là, je nous ai décalé pour que vous puissiez bien voir le graphique en bas à droite de l'écran. Et là, on voit en fait que les statistiques de la construction, eh bien c'est compliqué. Alors là, on n'a pas le recul, j'ai pas pris un graphique à un recul très, très important. Mais ce qui est intéressant de voir, et puis toi, tu vas pouvoir en parler aussi avec ton expérience de promoteur que tu as eu un peu, c'est que la construction, c'est compliqué. Il y en a de moins en moins qui est possible. C'est de plus en plus long avec des oppositions qui sont compliquées. On va pas dire très compliquées. J'ai même vu une petite blague qui disait que l'opposition au permis de construire était la 5e langue de Suisse. Je trouvais que c'était rigolo. Mais du coup, ce graphique nous montre bien que finalement, on n'est pas sur une croissance exponentielle en termes de construction. C'est plutôt assez linéaire, assez plat. Quel est ton sentiment, toi, qui as eu aussi cette casquette un peu de promoteur par rapport à ça? Alors, on a une problématique, même si la population suisse n'augmentait pas, on a toujours besoin de nouveaux logements. Et puis, c'est vrai qu'on a cette problématique où on a passé beaucoup de lois, par exemple, pour éviter le mitage du territoire. Donc, il y a énormément la fameuse LAT, c'est ça? Oui, LAT. Donc, les communes ont dû retirer, malheureusement, pour certains propriétaires, des terrains qui étaient en zone à bâtir. Donc là, ils ont vu leur terrain qui passait des fois de 1000 francs à 5 francs le mètre carré, parce qu'on ne pouvait plus rien faire dessus. Donc, il y a eu des gros arbitrages compliqués. Donc, on a enlevé ces possibilités. On n'a pas forcément non plus, de l'autre côté, permis de faire une plus grande densification. Ça veut dire on va, sur le même mètre carré en ville, pouvoir construire des immeubles beaucoup plus hauts. Donc, on a ce goulot d'étranglement. On a en plus, sur des projets maintenant, toute la problématique environnementale, la biodiversité, etc., qui font que toutes ces associations vont commencer à créer des blocages. Elles font déjà des blocages. Donc, voilà, si vous commencez à toucher à des arbres, à certains cours d'eau, vous devez réadapter votre projet, ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément exploiter l'entier non plus d'une parcelle. Et puis, les démarches sont longues et coûteuses. C'est vrai que maintenant, dans le coût de la construction, il y a énormément c'est pour ça aussi que tout coûte plus cher dans la construction. C'est pas seulement juste le kilo de béton ou les barres métalliques pour le renfort ou les fenêtres en PVC que vous importez d'étrangers. Il y a aussi toute la problématique d'ingénierie pour les certificats énergétiques, pour ces problématiques d'avocats, pour les oppositions qui coûtent de l'argent, il faut payer les des impacts salaires, environnementaux, etc. Donc, les constructions sont de plus en plus rares, elles vont coûter de plus en plus cher. Et on en a de moins en moins à disposition, avec de l'autre côté une immigration et un solde migratoire positif, plus une natalité en Suisse quand même qui est ici, qui est existante et qui fait que la population augmente. On attend une population à 10 millions d'ici quelques dizaines d'années. Et on est sur un goulot d'étranglement où on ne va pas avoir énormément de logements à disposition. Donc on voit bien que ces deux facteurs finalement, alors il y en aura d'autres qui pourraient évidemment impacter l'offre, mais c'est finalement l'un des principaux parce qu'on n'a pas des mètres carrés supplémentaires qu'on peut créer en Suisse. Donc du coup, finalement, tout cela va nous parler un petit peu des tendances qui se dégagent. Et puis du coup, on voit ces tendances. Alors on en a déjà parlé, mais maintenant pour les illustrer, la baisse des taux d'intérêt à long terme. Tu en parlais tout à l'heure. Juste pour expliquer, ça c'est un graphique qui vient de l'UBS, ce qu'on appelle le swap. Qu'est-ce que c'est exactement pour bien comprendre? Parce que souvent c'est un terme qui n'est pas très clair. Ouais. Alors le swap de taux, c'est le taux auquel se prête l'argent. L'argent est prêté entre les banques. C'est vraiment le taux de référence sans aucune marge. Donc, ça donne un taux brut, en fait, de transaction. Okay. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette tendance, on le voit très bien sur le graphique, l'argent coûte de moins en moins cher. C'est vrai qu'on voit dans les années 90, c'est là qu'il y a eu tout d'un coup, les gens ne fixaient pas les taux à 10 ans, c'était en variable. Les taux d'intérêt sont passés de 4 à 8. Ça a créé un désastre et c'est ça qui a fait que la bulle immobilière a explosé dans les années 90 et tout l'intérêt devenait très cher et puis les gens devaient vendre et puis voilà, on avait fini le jeu de l'avion. Mais on voit que malgré certains pics, on a quand même tendance à avoir une courbe qui s'aplatit avec de l'argent où on a malheureusement, on est passé quand même de 1 à 3% l'année passée, ça a donné un gros coup de frein au marché. 2023 était une très mauvaise année. Donc, les prix ont baissé, même si vous voyez dans les statistiques que les prix en moyenne ont augmenté de quelques pourcents, suivant les régions, c'est pas du tout linéaire, mais dans notre région ici, Canton de Vaud, Genève, la Côte, les cantons Fribourgeois aussi un peu. Fribourgeois aussi un peu, on a quand même eu des 5 à moins 10% sur certains biens, parce que vous n'aviez pas d'acheteur et si vous vouliez vendre, il fallait baisser le prix, vous n'avez pas de solution. Mais les taux sont en train de rebaisser à nouveau, on voit avec la BNS. Par contre, c'est ce qu'on expliquait dans le dernier webinaire, c'est que même si les taux reviennent à leur taux que vous voyez sur le graphique dans les années 2020, les banques, elles, ont augmenté leur marge, ce qui va annuler une partie de la baisse
Complètement. qu'on va avoir sur les taux swap. On va reparler un tout petit peu plus tard d'ailleurs sur nos prédictions pour le futur, parce qu'on s'amusait à faire le jeu des prédictions, et on en reparlera un tout petit peu plus tard. Et puis, en parallèle de cette courbe, on voit bien que le prix de l'argent baisse, et on voit que du coup, le prix des biens augmente. C'est inversement corrélé, mais c'est corrélé. Exactement. Dès que votre coût d'argent diminue, vous pouvez acheter à bon marché, vous avez tendance à vous dire, c'est pas grave, je peux acheter plus cher. Parce qu'à la fin, mon logement, il ne me coûte pas si cher. Et en plus, vous êtes sur des tendances où vous voyez le marché immobilier qui monte et vous dites c'est un bon investissement, ce qui a été le cas avec les années. Donc, ça entretient aussi ce mythe de se dire, qui est une réalité, mais cette espérance plutôt de se dire l'immobilier ne fait que monter. Ouais. Maintenant, par contre, on est sur une période où les taux d'intérêt, on ne les voit pas repartir vraiment à la baisse, on ne va pas partir négatif non plus. Donc, on était quand même sur un top dans les années, à partir des années 2020. C'est clair. Ouais. Alors, nous évoluons encore un petit peu dans nos slides, et puis nous arrivons au jeu des prédictions. Alors, on a fait quelques hypothèses, évidemment, il n'y a pas de boule de cristal magique. J'ai mis la boule de cristal parce que je trouvais ça amusant, mais en réalité, il n'y a pas de boule de cristal. Il y a des scénarios et des hypothèses. Du coup, en fait, c'est un petit peu le condensé de tout ce que je viens de dire. On s'attend finalement à ce que les taux restent assez bas dans les prochaines années. Mais quand on dit bas, ça ne veut pas dire revenir à 0,8, 0,9, 1% comme on a eu, à cause de cette fameuse marge de la banque. Oui, ça veut dire même avec des taux à zéro ou négatifs, en général, la banque va quand même essayer de garder sa marge. Et puis sa marge actuellement, dans les années, jusqu'aux années 2020, on avait des marges parce qu'il y avait une grosse concurrence qui était à 70, 80 points de base en moyenne. Après négociation, maintenant, on est repassé sur des marges à 100 points de base. Donc, on voit que ça fait un 0,20 pour le traduire différemment, de plus que les taux qu'on avait il y a encore 2 ans. Donc, avec un taux, même swap à 0, on sera très probablement avec des taux à 100. Ouais. Donc, à 1%. Pour autant qu'ils reviennent à 0. Pour autant qu'ils reviennent à 0, ce qui n'est pas encore en ligne de mire. Ouais. Et puis, la deuxième hypothèse, on en a parlé, ça, je pense que c'est évident, on va passer vite, c'est la population suisse qui devrait continuer de croître. Ça, c'est assez évident. Et on le voit aussi là, ce matin, typiquement, j'ai eu un client français qui voulait revenir en France, donc pour des problèmes... on va regarder d'actualité, mais il y a quand même régulièrement des clients qui viennent s'installer dans notre région. Donc, effectivement, le scénario possible, plausible, c'est que les prix devraient continuer à augmenter grâce à une offre toujours basse et une demande toujours haute. Mais évidemment, rien n'est écrit car tout peut arriver. Et vu qu'on parle de tout peut arriver, il faut être stable, ça c'est sûr. Il n'y a aucune grosse raison d'avoir... une chute du marché. Après, entre stable et augmentation dans les 5 à 10 ans, c'est plutôt comme ça qu'on voit le marché. Ouais. Alors, effectivement, tout peut arriver. On espère que tout n'arrivera pas d'ailleurs, mais il faut parler de l'actualité parce que finalement, ça a une influence très nette. Il y aura un exemple, je prends un exemple très précis juste après. Il y a les crises géopolitiques qui impactent. La crise de l'Ukraine, Moyen-Orient, donc on peut parler du Yémen, Liban, Palestine, Israël, etc. Et puis, une crise qui n'est pas encore déclenchée, mais qui, elle, serait peut-être le pompon, le cerise sur le gâteau, si vous m'autorisez l'expression, ce serait la crise de Taïwan et de la Chine, où là, effectivement, on rentre dans un monde extrêmement incertain parce que quand ce sont les États-Unis et les Chinois qui s'opposent, personne ne rigole. Donc ça, c'est un élément qu'il faut analyser, puis on verra qu'il a eu son impact juste après. Et puis, il y a ce que tu disais, l'environnement économique européen avec une instabilité en Europe. On ne va pas parler de nos voisins français, mais on va en parler quand même. Du UK, c'est aussi un peu la même histoire. Une pression fiscale qui se développe de plus en plus. Et tu racontais du coup l'histoire de ce client français qui voulait s'installer. Oui, qui a dit, mes impôts augmentent trop, on vend tout pour la fin de l'année, on vient s'installer. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Donc, on doit lui trouver des solutions. Donc, c'est vrai que si en cas de grosse crise, le franc suisse reste une valeur refuge. Le pays aussi peut être un pays refuge. Après, c'est difficile de voir exactement quels pourraient être les impacts parce que c'est vrai qu'en cas de crise majeure mondiale, on pourrait de nouveau avoir des taux d'intérêt qui montent pour un problème aussi de confiance parce que dans la marge que la banque vous prend, il y a aussi le coût du risque. C'est ce qu'on avait vu sur les intérêts en Grèce. Tout d'un coup, quand vous n'avez plus confiance entre partenaires ou entre banques avec des risques de faillite ou des problématiques, vous pouvez avoir un taux swap qui soit assez bas en fait et puis tout d'un coup un taux final, grosse marge de risque. Donc, il y a ces facteurs-là qui peuvent tout
tout d'un coup influencer le secteur de l'immobilier, le marché suisse. On peut aussi avoir de nouveau des problèmes sur l'approvisionnement en matériaux qui pourraient ralentir encore des constructions ou renchérir le coût de construction. Je t'en prie, tu me fais une magnifique transition. J'ai mis la petite exemple. En fait, c'est tout simplement la crise 2022, l'arrivée de la petite guerre en Ukraine. On voit que la courbe, elle est assez plate sur les coûts de construction. Et puis d'un coup, ça part en flèche. Ça, c'est simplement la guerre, en fait, tout simplement. Alors, c'est cumulé. Il y avait effectivement la guerre qui était un booster, mais on avait déjà la problématique avec le Covid, suite au Covid, et puis les problématiques fermeture d'usines, d'approvisionnement avec des containers qui étaient restés bloqués dans certains ports, vides. Voilà. Donc, la guerre en Ukraine n'a pas aidé, mais tout d'un coup, vous avez ces facteurs exogènes qui viennent vous détruire en fait votre marché et mettre beaucoup de désordre. Et on l'a vu avec des promoteurs qui ont eu des problèmes. Voilà. Bon. Donc, simplement pour dire que la Suisse est un refuge, mais malheureusement, elle reste quand même très dépendant du contexte mondial. Disons qu'on ne peut pas complètement s'extraire de ce qui se passe pour tenter d'anticiper ce qui va arriver sur le marché immobilier. Et puis, du coup, si on fait une mini-synthèse sur un petit peu les forces et les faiblesses du marché suisse, on a abordé beaucoup de ces points. Stabilité politique et juridique, un solde migratoire positif, la faible quantité de surface disponible, la géographie, la latte, les incitations fiscales, les biens libellés en francs suisses. Ça, c'est intéressant parce que je m'amuse à regarder la courbe juste avant. Quand on regarde le taux d'échange entre l'euro et le franc suisse, c'est dramatique. En fait, je pense, alors nous, ça ne nous concerne pas en Suisse, mais les pauvres gens, entre guillemets, qui habiteraient en Suisse et qui auraient toutes leurs économies en euros dans une banque européenne, je serais très embêté pour eux parce que la courbe est dramatique. C'est vraiment comme ça, quoi. C'est le cas des Anglais aussi, on l'a vu avec la livre sterling. C'est vrai qu'il y a eu une période sur le marché, notamment à Verbier, en montagne, où on avait perdu 25%, mais si vous raisonniez de l'extérieur en livres, comme le franc suisse la livre s'était plutôt effondrée presque de moitié par rapport au franc suisse, avait perdu 50% de sa valeur, ils étaient toujours positifs, nets, dans leur valeur de référence. Il y a eu ça avec le rouble aussi, russe, et différentes monnaies comme l'euro, où le fait d'investir en Suisse, même si le marché baissait un petit peu, s'il reste stable ou il baisse un peu, dans votre monnaie locale, vous êtes quand même gagnant. Donc c'est rassurant pour des étrangers. Malheureusement, ils ne peuvent pas tous acheter en Suisse parce qu'il y a quand même des barrières. Alors justement, parlant des barrières, alors la barrière des fonds propres, je pense que ça parle à tout le monde, mais la loi Lex Koller, est-ce que tu arrives très simplement à l'expliquer si tout le monde n'est pas forcément très au fait? Oui, donc c'est vrai que pour protéger le marché, puis que ça évite de devenir un parc d'attractions, parce que c'est vrai que la Suisse, on n'est pas nombreux, on est très bien situé au milieu de l'Europe, il y a quand même énormément de richesses tout autour de nous, avec des gens qui pourraient s'amuser, comme à Dubaï, de se dire je veux absolument un appartement dans ce coin magnifique, sur ce petit parc d'attractions qu'est la Suisse, et ça aurait pénalisé tous ceux qui vivent ici, les résidents, les locaux, avec des prix qui flamberaient. On aurait le cas un petit peu de ce qui se passe dans les stations de ski, où les gens qui sont nés dans certaines belles stations, que ce soit en France, bien sûr, peuvent plus habiter, doivent habiter dans des régions périphériques. Donc la loi Lex Koller, pour prévenir ce genre de problème, interdit à toute personne étrangère d'acheter un bien en Suisse qui ne soit pas dans une zone touristique. Donc on laisse quand même les possibilités, comme par exemple Montreux, Verbier, les principales stations de montagne, et la possibilité à des étrangers d'acheter des biens jusqu'à 200 mètres carrés habitables en zone. Donc même là, c'est quand même restreint. Et puis elles n'ont pas le droit non plus de venir investir dans des immeubles locatifs à type résidentiel. Donc, ils peuvent acheter dans des surfaces commerciales, des surfaces de bureaux, mais ils ne peuvent pas investir dans ce type de biens pour protéger le marché. Pour éviter qu'il y ait une surchauffe et là, du coup, une vraie bulle immobilière qui se profite. Voilà un petit peu pour les forces, les faiblesses de notre marché. Alors, finalement, on va arriver à la grande question. Et puis là, on va se dire, mais finalement, est-ce le moment de vendre? Quand on a vu tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Et là, évidemment, on va pouvoir vous donner notre avis un petit peu plus argumenté. Mais juste avant ça, je peux vous proposer en fait d'avoir déjà un début de réponse par vous-même en réalisant en fait la meilleure solution pour débuter dans votre réflexion, c'est faire une estimation pour savoir déjà de quoi on parle, de combien vaut votre bien. Et pour ça, je vous ai mis le lien. Vous pouvez aller tout simplement sur notre
sur notre site avec le lien que je vous ai fait. Et puis, vous pouvez voilà, obtenir une estimation complète et gratuite de la valeur de votre bien pour avoir un point de départ. Mais une fois qu'on a le point de départ, il faut encore savoir qu'est-ce qu'on fait. Et là, c'est compliqué. Alors oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour des vendeurs de savoir est-ce que c'est le bon moment pour moi de vendre ou pas. Maintenant, on a vu une chose qui était atypique dans le marché, c'est que autant pendant le Covid, énormément de biens se sont faits. Il y a eu beaucoup de transactions avec des prix qui ont fortement monté, notamment en Valais, où ils étaient très contents. Voilà, ils souhaitaient même un retour au Covid. Quand je discutais avec une agence dans le Chablais, ils me disaient c'était la bonne époque. Des années, je vendais sans même faire de visite. Donc ça, c'est révolu. C'était une anomalie dans l'histoire, mais on a eu tout d'un coup une petite anomalie aussi. C'était 2023. Les taux sont montés 10 ans de 1% en gros à 3%. Donc les acheteurs, autant vous dire qu'ils ont tout de suite mis les pieds au mur, laissé tomber. Il y avait très très peu d'acquéreurs prêts à payer ce prix-là. Parce que mal habitués, même si historiquement 3%, c'est pas des taux très mauvais. Si on a regardé la courbe, on est quand même sur quelque chose d'assez correct. Mais étant donné que les prix avaient beaucoup augmenté, l'impact de ces 3%, c'est pas la même chose que si vous achetez à 20 ans avec une dette à 500 000 et maintenant vous devez mettre 1 million de dettes pour avoir la même chose. Donc ces 3% ont quand même un impact qui était important. Donc, quoi faire ? 2024, début 2024, la même chose. Maintenant, les taux sont en train de baisser, mais le marché n'est pas encore revenu avec tous les acquéreurs qui ne sont pas en train de chasser les appartements ou les maisons. Donc, en tant que propriétaire, on peut se poser la question, quoi faire en fait ? La réponse, elle est très compliquée. C'est pour ça qu'on vous invite à revenir vers nous. On vous aide volontiers parce que chaque cas est différent. Vous aurez peut-être des personnes qui sont obligées de vendre. Donc là, à part baisser le prix et puis entre guillemets, vous éviterez probablement de faire une belle plus-value si vous avez acheté il y a longtemps. Peut-être même faire une moins-value si vous aviez acheté à très court terme, malheureusement. La question ne se pose pas, vous devez vendre, il faut baisser le prix pour trouver un acheteur. Maintenant, les personnes qui auraient un peu plus de temps, on peut se poser la question de est-ce que je garde mon bien ? Et si oui, combien de temps ? Et dans quelles conditions ? Comme on l'a vu précédemment, il n'y a rien qui garantit qu'on va avoir le marché qui va repartir. Ça, c'est très important, hein. C'est pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Il y a quand même un espoir, un fort espoir que ça aille mieux dans les 6 prochains ou 12 prochains mois pour les vendeurs. Donc, que faire ? Soit vous attendez comment ? Ça, c'est une autre question. Oui, parce que ça coûte cher, en fait. C'est ça. Si vous habitez, mais si le bien est vide. Alors, si vous habitez dedans et que vous n'avez pas de projet de racheter et que vous avez le temps, vous êtes à la retraite, vous dites je dois vendre parce que je veux repartir, par exemple, dans un appartement, c'est mon projet, mais bon, la santé va bien, je peux monter les escaliers, tout se passe bien, je ne suis pas pressé. Ça, c'est une situation confortable. Vous pouvez encore être attentiste et puis voir ce qui va se passer. Maintenant, si vous êtes avec un bien, vous avez hérité ou c'était un bien qui était loué, qui redevient vite sur le marché ou voilà, vous avez malheureusement un divorce et il faut se séparer du bien, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est pas facile parce qu'effectivement, un bien vide, comme a dit Louis, c'est un bien qui coûte cher, vous avez des intérêts, vous avez l'entretien, vous avez aussi un risque tout d'un coup d'avoir une fuite sur le toit, un problème technique sur votre chauffage, etc. Donc, il va falloir réparer. Donc, ça, c'est des coûts qui peuvent vite tout d'un coup manger une partie de votre marge future que vous espérez faire. Et puis, le bien se dégrade. C'est jamais idéal de laisser passer un hiver, spécialement une maison. Maintenant, l'autre solution pourrait se dire, je veux amortir ces coûts, voire même faire un bénéfice en attendant, et je mets en location. Et mettre en location, par contre, effectivement, c'est une solution d'attente. On a des clients qui l'ont fait sur des maisons qui ne pouvaient pas vendre, typiquement des promoteurs qui n'atteignaient pas leur marge prévue, leur objectif, ont mis en location. Là, vous rentrez alors vous couvrez vos charges, vous allez peut-être dégager un bénéfice, mais vous rentrez dans la problématique de est-ce que le locataire, il y a toujours un risque, même si c'est très faible, il faut être honnête, d'avoir une dégradation de votre bien. Si c'est un bien luxueux, une maison, vous prenez un peu plus de risques peut-être que si vous aviez un appartement qui est déjà vétuste et puis vous dites, OK, je le mets en location, de toute façon, le futur propriétaire va tout rénover, donc moins de risques. Et puis, il y a aussi toujours malheureusement un risque d'impayé qui aussi est très faible. Mais voilà, vous rentrez quand même dans quelque chose qui est moins confortable psychologiquement à supporter. Donc, un bien vide ou un bien loué, ça peut créer du stress chez certains. Moi, j'ai une question qui me vient comme ça. C'est si aujourd'hui, par exemple, j'ai le projet de vendre, j'ai acheté il y a 20 ans, il y a 15 ans, j'ai le projet de vendre, notamment, ça nous arrive quand même fréquemment, pour aller prendre la retraite à l'étranger.
dans un pays en Europe, par exemple. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à réfléchir du fait que le franc suisse est quand même très haut? Est-ce que c'est pas le moment aussi de profiter de cet effet taux de change? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ce cas de figure? Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce qu'il faudrait quand même un petit peu attendre? Même si c'est voilà, toujours, ça dépend de la situation de chacun, mais par rapport à ce cas, qu'est-ce que tu en penserais? C'est vrai que là aussi, le taux de change, le franc suisse, c'est fort. Il peut y avoir des fluctuations. On n'est jamais à l'abri. Donc, c'est toujours difficile de prédire l'avenir. On peut mettre des schémas en place. C'est pour ça qu'on vous recommande quand même de revenir vers nous en fonction de chaque typologie. C'est vrai que c'est pas aussi la même chose de partir à l'étranger, d'avoir tous ces fonds qui sont bloqués sur un bien. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir de l'épargne à côté, donc qui auront une autre approche, une autre façon de penser. Il faut l'étudier. Il faut prendre un courtier qui puisse avoir ce type de réflexion, voir peut-être votre fiduciaire, c'est des projets familiaux, prendre des conseils, c'est vraiment la seule chose qu'on puisse vous dire. Il n'y a pas de formule, magique qu'on pourrait vous donner maintenant. Après, ce qu'il faut aussi regarder, par contre, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas vu ensemble, c'est une personne qui veut vendre pour racheter différemment. Ça veut dire, je veux vendre mon appartement parce que maintenant j'ai une famille, je veux acheter une maison. Donc là, j'ai envie de vous dire, faites votre vente tout de suite et rachetez tout de suite. Que le marché soit haut ou soit bas, ça ne change rien. Si le marché est haut, vous allez vendre haut, mais vous allez racheter haut. Ok. Si le marché est bas, vous vendez bas, mais vous rachetez bas. Donc le pire, ce serait d'avoir un délai entre les deux et tout d'un coup, vous avez vendu bas et vous devez acheter haut parce que vous avez attendu trop de temps. Donc ça, c'est un scénario qui n'est pas idéal. Mais une personne qui a ce projet de changer, vendez votre bien, essayez de défendre vos intérêts. Et de l'autre côté, par contre, vous savez que vous allez pouvoir négocier plus facilement votre prochain achat parce que vous serez finançable, parce que vous avez les fonds propres. Et le vendeur, vous pourrez lui faire passer une offre plus agressive. Voilà. En fait, vous voyez que alors je peux comprendre que la réponse soit pas pleinement satisfaisante, mais ce serait malhonnête de notre part de dire oui, c'est le meilleur moment pour vendre, il n'y a jamais eu de meilleur moment. La réalité, c'est que c'est pas non plus, on n'est pas non plus dans une situation catastrophique, mais qu'effectivement, ça dépend de chaque situation. Et c'est en fait pour ça qu'on a choisi d'avoir un positionnement beaucoup plus neutre. C'est que on se sent très libre de vous dire, pour vous, c'est le bon moment. Vous, en fonction de ce que vous me dites, non, pas trop. Et cette honnêteté intellectuelle, on peut l'avoir du fait qu'on n'est pas une agence de courtage pur jus. Là où, évidemment, un courtier qui a besoin de vendre pour manger vous dirait c'est le meilleur moment. Allez-y, c'est le meilleur moment, c'est sûr. Ça sera toujours le meilleur moment. Ça sera toujours le meilleur moment. Donc voilà, c'est simplement pour la petite vanne, mais évidemment, la situation en fait nécessite une analyse approfondie et individuelle. Merci à tous d'être restés avec nous durant toute cette période. Si vous avez des questions, c'est le moment, allez-y. Nous sommes à votre entière disposition pour y répondre. Ce sera avec grand plaisir. Pendant que je vous laisse préparer la première question qui est toujours la plus dure, je vous rappelle que vous pouvez évidemment obtenir une estimation complète offerte sur notre site pour avoir l'analyse également d'un expert neutre. Et puis, vous pouvez également tout simplement nous laisser un petit commentaire sur le Trustpilot. Je viens de mettre le lien à l'instant, simplement pour nous dire voilà, si vous avez appris des choses, si ça vous a plu, ça nous aide beaucoup parce que finalement, c'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer. Voilà. Alors, à disposition si vous avez des questions. Si vous avez des questions, allez-y dès maintenant. On attendra 10-15 secondes le temps qu'elles arrivent, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Et puis sinon, on sera très heureux de vous conseiller en one-one, de manière personnelle, si vous le préférez. C'est vrai qu'après, même en tant que vendeur, vous avez énormément d'autres sujets à traiter. Hein. C'est vrai qu'il y a les problématiques de taxation. Oui, alors évidemment, qui sont tout un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui sont un vrai sujet. Parce que selon l'anticipation, c'est pas la même chose. Exactement, donc il peut y avoir différentes problématiques aussi. Est-ce que je dois faire des travaux avant de vendre ou pas si vous avez un objet qui est plutôt aux anciens? Si oui, quoi faire? Comment mettre en valeur votre bien? À quel moment le mettre aussi en vente? Quel est le délai? Comment est-ce qu'on anticipe le délai de vente? Voilà. Bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions particulières, donc je vais juste vérifier, mais s'il n'y a pas de questions, on va tout simplement vous laisser, vous remercier d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Ça nous a fait merci plaisir. d'avoir pris sur votre temps, c'est toujours sympa. C'est toujours génial. Et puis voilà, retenez que toutes les situations sont individuelles et méritent d'être traitées à question de Stéphanie qui arrive juste à l'instant. Alors nous allons attendre Stéphanie que vous nous écriviez. Il y a toujours un petit décalage, donc c'est un peu compliqué parfois l'interaction, mais on va faire au mieux. On va faire au mieux.
Question. Je profite pour vous montrer la vue pendant ce temps. Voilà, nous sommes à Lausanne, à la tour Edipresse. On vous fait partager la vue avec grand plaisir. Question, ça y est, les questions arrivent. Alors, j'ai question de Stéphanie dans le cas d'une rénovation. Ah, je pense qu'il manque un petit bout à la phrase. Si je vois en combien de temps j'ai pour racheter, ouais. Alors, on va prendre la question de Sabine le temps que le reste de la question de Stéphanie arrive. Pour reporter le gain immobilier, effectivement, en général, on estime que c'est 1 an, mais on arrive facilement à avoir 2 ans. Alors, il faut le regarder, chaque canton est un peu différent. Dans le canton de Vaud, c'est comme ça que ça fonctionne. Si après vous avez par exemple signé une vente à terme et puis que la réquisition de transfert est plus tard et que vous arrivez à justifier que la transaction, vous l'avez initiée dans le délai qui était imparti, ça marche aussi. Voilà, il n'y a pas de garantie, mais ça vaut la peine d'aller discuter. Maintenant, de payer cet impôt, de toute façon, l'impôt n'est que reporté. Donc, il faudra le payer un jour. Voilà, il ne faut pas que ça soit forcément quelque chose de prédominant dans une réflexion. C'est vrai que c'est important parce que vous pouvez garder plus de fonds propres pour votre prochain achat, mais il ne faudrait pas non plus tomber dans le fait j'achète pour acheter puis j'achète mal. Ouais. Et vous faites une mauvaise opération où vous allez dans un appartement ou une maison que vous aimez moyennement. Voilà. Alors Stéphanie, la fin de votre question est arrivée. Donc, dans le cas d'une rénovation, est-il judicieux de mettre en vente avant la fin des travaux pour gagner du temps ? Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai envie de vous dire, ça dépend du type de marché. Si on était dans un marché très dynamique avec beaucoup d'acheteurs, vous pourriez quasiment vendre à n'importe quel moment votre bien et les gens se projetteraient et finiraient même les travaux à votre place et en tout cas les subiraient si c'était le cas, s'il y avait besoin. Maintenant, c'est vrai qu'un bien qui est fini, nettoyé, propre, avec plus aucune retouche à faire, vous pouvez visiter, vous projeter a un peu plus de valeur qu'un bien où vous devez commencer à sortir les plans de comment sera la cuisine, de sortir l'échantillon du carrelage ou du parquet. Voilà. Donc, c'est toujours plus compliqué d'expliquer aux gens ce que ça va donner. Peut-être que ça dépend également du bien. Là, je m'aventure sous ton contrôle, Fred, mais j'imagine que imaginons, vous auriez un magnifique 4 pièces sous gare, peut-être que la question serait un petit peu différente si vous aviez une maison mitoyenne, je ne sais pas, à Moudon, par exemple, sans vouloir faire de catégorie de biens, mais pour dire qu'il y a des choses qui sont plus attractives que d'autres. Donc, voilà. C'est exactement ça. Ça dépend de l'attractivité et du nombre de personnes qui seraient prêtes à acheter votre bien. Oui, mais c'est vrai que même sur un bien où il y a une grosse attractivité, j'ai envie de vous dire, si vous allez jusqu'au bout, que vous portez le projet, vous finissez vos travaux, vous allez perdre peut-être un petit peu de temps, mais vous pourrez toujours espérer avoir un prix supérieur pour autant que les travaux soient bien réalisés, bien sûr, et au goût du plus grand nombre. Mais normalement, vous devriez avoir plus de succès. Voilà. Ouais, une très bonne question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, sachant qu'il y a toujours un petit délai le temps qu'elles arrivent. Donc, vous pouvez tout de suite les envoyer. Ce sera avec plaisir. Stéphanie, Sabine, excellent. Hop. On va attendre encore quelques instants. En tout cas, merci à ceux qui... Merci à tous, vous avez été très nombreux aujourd'hui, c'était un grand plaisir. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez aimé la formule entre midi et 2 ou plutôt en fin de journée, qu'est-ce que vous préférez comme horaire ou voire même aussi quel jour. Comme ça, on s'adapte pour les prochains webinaires. L'objectif, c'est que ça soit le plus confortable pour vous. Tout à fait. Voilà, et qu'on ait plus de monde possible. Sachant qu'on essaie d'en faire régulièrement sur différents sujets, différentes thématiques. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Très bonne fin de journée. On vous souhaite un bon appétit et on vous dit à bientôt sur nos réseaux pour plus de contenu sur l'immobilier. Ciao à tous. Au revoir.